Donc aujourd'hui, nous recevons Marion Guilloux. Marion Guilloux est spécialiste de physico-chimie de l'alimentation. Elle travaille depuis 22 ans dans l'administration ou la recherche alimentaire. Elle est directrice générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Parmi ses réalisations, elle a participé au montage du programme de recherche Ultra Propre, au lancement du programme Éco-Bilan et contribué à l'élaboration des textes communautaires sur les produits de qualité. À la Direction générale de l'alimentation, elle a conduit la réorganisation au niveau central comme au niveau déconcentré des services concernés du ministère de l'Agriculture, qui ont désormais pour objectif prioritaire la qualité et la sécurité des produits agricoles et des aliments. Elle a aussi participé à la loi d'orientation agricole adoptée en juillet 1999, à la démarche interne d'assurance qualité mise en place pour qu'en 2001, toutes les directions des services vétérinaires et les services régionaux de la protection des végétaux s'y soient engagés. Et elle a participé à la mise en place du dispositif renforcé de gestion des crises. Donc Marion Guilloux, je vous laisse la parole pour 50 minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes. Je vous remercie. Bonsoir, oui ça marche. Alors aujourd'hui je vais faire un exercice intéressant pour moi, c'est de prendre du recul sur quelque chose qui nous occupe plus que de normal au quotidien, la Direction générale de l'alimentation. Et donc j'ai choisi avec vous, j'espère que ça pourra vous intéresser comme ça m'a intéressé quand j'ai préparé cet exposé, de faire un peu d'histoire sur l'alimentation, et puis d'essayer de voir comment la société avait changé un certain nombre de choses récemment, en quoi ces changements pouvaient changer la sécurité des aliments. Et puis enfin, je vais vous donner un exemple très actuel d'une crise que nous avons vécue fin décembre, début janvier. Comment ça se déclenche, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Et puis si vous avez d'autres questions, je pense que nous avons un petit moment pour en discuter ensemble. Alors je voulais commencer par dire que la sécurité des aliments ou la sécurité alimentaire, c'était une préoccupation permanente de toutes les sociétés, que dans les premières étapes du développement des sociétés humaines, vous le savez, une partie prépondérante de l'activité de l'homme, c'était de chercher de quoi se nourrir, et que c'est quand on a pu cultiver ou élever que certains se sont spécialisés dans des tâches et d'autres ont pu s'occuper d'autre chose que la recherche de la nourriture. Très vite, des modes de traitement élémentaires des denrées ont pu être mis au point. On parle de la salaison, de la fumaison, du séchage des aliments qui ont permis de conserver les poissons et les viandes et qui ont permis donc d'épargner du temps et de permettre le développement d'art, de sciences, d'écriture, permettant d'ailleurs la gestion des ressources alimentaires. Savez-vous que les premiers écrits retrouvés, parmi eux, on trouve de nombreux documents administratifs liés aux impôts et aux taxes prélevées sur les récoltes. Les sociétés ainsi structurées ont trouvé une de leurs plus grandes fragilités ou une de leurs plus grandes forces dans la rareté ou au contraire dans l'accès aux denrées alimentaires. L'Égypte, c'était le grenier à blé du bassin méditerranéen et on voit bien à quel point ça a contribué à son développement et à sa richesse, et on identifie les périodes de troubles lorsque les crues du Nil n'étaient pas suffisantes pour assurer la levée des récoltes et donc l'alimentation des populations. Cette première grande étape de structuration des sociétés par l'alimentation s'est trouvée limitée par l'impossibilité de s'affranchir de la saisonnalité de certaines productions ou à cause de l'altération des denrées par le traitement des conservations qu'on utilisait à l'époque. Tout le monde peut bien sûr penser au scorbut, c'est-à-dire au manque de vitamines dont souffraient les navigateurs partant à l'exploration des mers durant le XVIe siècle. D'autres grandes préoccupations étaient permanentes, comme les maladies des animaux transmissibles à l'homme, par les aliments ou par les déchets, et les parasites du porc sont sans doute très tôt à l'origine de certains interdits religieux qu'on trouve encore actuellement. La tuberculose animale ou la brucellose également
Voilà, dont j'ai figuré ici l'évolution dans les années récentes, puisque désormais nous avons la chance en France d'avoir un taux de prévalence de 0,07% pour la brucellose et de 0,09% pour la tuberculose, mais qui étaient des soucis de santé publique pour le Parisien du siècle dernier, qui se nourrissait souvent de lait de vaches tuberculeuses. Alors, parmi les tâches d'organisation des sociétés modernes, la sécurité des consommateurs apparaît très tôt. Savez-vous que dès le Moyen-Âge, le coupage des vins est puni, qu'en 1714, Louis XIV impose le marquage des bêtes malades de pneumonie bovine et déjà des mesures de désinfection des étables, et que c'est la peste bovine de 1881 qui est à l'origine de l'organisation agricole du gouvernement et de la constitution des premiers services vétérinaires. Puis naissent la microbiologie et la chimie organique, et alors les origines et les conséquences de l'altération des aliments ont pu être étudiées, permettant de mieux cerner les conditions de bonne conservation de ces aliments, la température étant un des facteurs de celle-ci, l'activité de l'eau et l'acidité étant d'autres facteurs importants pour la conservation des aliments. Alors si je me limite aux aspects microbiens de la conservation des aliments, il est sans doute utile de rappeler quelques grands principes de la multiplication microbienne. Dans les conditions optimales, les germes se divisent en deux toutes les 20 minutes. Ainsi, en 24 heures, une bactérie donne naissance à plusieurs millions de descendants. Les bactéries se divisent en 3 grandes classes selon leur capacité à se multiplier à certaines températures. D'une façon générale, et on en a beaucoup parlé ces temps-ci avec le réglage des réfrigérateurs, les basses températures limitent la multiplication microbienne et les hautes températures, c'est-à-dire plus de 63 degrés, détruisent les micro-organismes. Ainsi, la pasteurisation a permis de lutter contre les maladies transmises par le lait, mais aussi a permis d'éviter les évolutions microbiennes du lait. On peut parler d'autres procédés comme la tyndalisation et la fabrication des conserves, qui peuvent se révéler stables pendant plusieurs années, ou encore de l'ultra-haute température qui permet d'obtenir le lait que vous connaissez, qui se conserve plusieurs mois à température ambiante. Avec une maîtrise encore un peu supérieure, on peut continuer à fabriquer des fromages au lait cru en assurant la maîtrise de leur évolution microbiologique. Mais certains moyens de conservation peuvent accidentellement favoriser ou sélectionner le développement de phénomènes parasites. D'autres privent les aliments de vitamines et minéraux, mais la plupart des traitements thermiques chauds assurent la destruction définitive de certains germes et de certaines toxines. Les procédés technologiques ont eux-mêmes évolué en tenant compte de ces températures optimales, soit de développement, soit d'inhibition, puisque parfois on souhaite faire développer les micro-organismes qui ont des vertus de développement d'arômes. Et au début du XXe siècle, les progrès dans le domaine de la physique ont permis la mise en place de systèmes de réfrigération de plus en plus performants. Le développement de l'industrie du froid, savez-vous que c'est un événement majeur dans l'industrie alimentaire, a permis de changer notablement nos comportements. La conséquence des procédés classiques de conservation des aliments dont je vous parlais tout à l'heure, comme le salage ou le saumurage ou le séchage, souvent modifiait le goût des aliments. L'utilisation du froid a permis de ne pas modifier de façon importante les qualités substantielles des produits et d'alléger d'autres traitements. Évidemment, le saumon fumé est actuellement moins salé et moins fumé que par le passé. Mais surtout, le froid a permis de démocratiser la distribution de certaines denrées et d'adapter les process au goût des consommateurs. Au XVIIIe siècle, seule l'aristocratie italienne pouvait consommer pendant les opéras des sorbets et des glaces produits et conservés à partir de la neige des Alpes, tout comme les classes favorisées de l'Antiquité romaine utilisaient cette neige pour le rafraîchissement des vins et des boissons. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus un luxe réservé à une caste privilégiée et une large part des produits alimentaires font l'objet de conservation par le froid, garant du goût et de la sécurité des aliments. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder des linéaires de magasins d'alimentation. Le froid a permis la conservation des aliments, il a permis également la circulation de ceux-ci.
Par le passé, les produits ne pouvaient que peu circuler, faute de systèmes de conservation efficaces, et l'utilisation du froid a permis de changer le paysage industriel. Autrefois, et vous le savez avec les abattoirs de Vaugirard ou les établissements de la Villette, les lieux de production étaient proches des lieux de consommation. Ce système avait de lourds défauts, il était source de surproduction dans certains secteurs géographiques et de disette dans certains autres. La mauvaise circulation des grains, d'après les historiens, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, est connue comme un des facteurs qui a favorisé la Révolution française. L'utilisation du froid a permis le transport sur de longues distances, l'entreposage pendant des durées parfois très longues des produits alimentaires, donc la restructuration de l'ensemble du paysage de production et de consommation. Les contraintes géographiques ont pu être ainsi partiellement effacées, et dans le même ordre d'idées, ça a permis de produire non plus pour la consommation de sa propre population, mais également de commercer entre pays. Les contraintes de temps également ont été abolies et il est désormais possible d'entreposer les denrées pendant un temps assez long. Et maintenant, il peut vous paraître naturel de consommer des haricots verts au mois de décembre ou des framboises en février, mais cela n'est possible qu'avec la conservation par le froid de ces produits ou par le transport. Certains fromages saisonniers, de la même manière, sont maintenant disponibles tout au long de l'année. Les risques quantitatifs et qualitatifs alimentaires ont toujours été présents. Faut-il rappeler l'épisode de l'ergot de Seigle qui, au Xe siècle, a provoqué une véritable catastrophe et jusque dans les années 50, peut-être certains d'entre vous se souviennent du pauvre boulanger du village de Pont-Saint-Esprit qui a empoisonné une partie de son village à cause de ce champignon connu et maîtrisé très récemment. L'homme a toujours vécu avec l'angoisse d'un manque de nourriture ou d'une nourriture empoisonnée. Quantitativement, c'est la même chose. Quantitativement, les parasites peuvent avoir un effet redoutable. Savez-vous que dans la période encore récente, 1991-1993, les pertes réelles de production pour les principales céréales ont été évaluées en pourcentage de la production potentielle à 42% de la production de céréales dans le monde. Pour le riz, les pertes de production dues aux maladies, aux ravageurs et aux mauvaises herbes sont encore de 51% de la production atteignable. Pareil, le calcul a été fait sur cette même période, 1991-1993. Les menaces alimentaires sont anciennes, mais dans les pays développés, cependant, aujourd'hui, l'alimentation est abondante, diversifiée, peu chère. Aussi, les craintes se concentrent-elles désormais sur la sécurité microbiologique et chimique des aliments. Je n'aborderai pas aujourd'hui, mais vous disiez tout à l'heure que ce sera abordé au cours d'autres conférences, les nouveaux risques liés au déséquilibre nutritionnel, cette fois-ci, que nous avons vu apparaître très récemment en France, suivant cela l'exemple de nombreux autres pays. Alors, je vais passer à la période plus récente pour essayer de voir avec vous les facteurs d'évolution de l'alimentation en France. Le premier facteur qu'on ne peut pas oublier, c'est l'urbanisation de la société et l'allongement des circuits qui ont accompagné ces concentrations urbaines de la société. Si l'amont agricole lui-même a souvent évolué sous le coup de telle ou telle découverte ou de tel ou tel progrès du machinisme, pour le secteur alimentaire, je pense que même si certaines techniques dont je vous parlais tout à l'heure ont été révolutionnaires, c'est davantage la demande qui a entraîné la modification récente du secteur. Le secteur alimentaire en France, c'est le premier secteur industriel français par le chiffre d'affaires. Et ce qui est sans doute plus significatif, c'est que désormais, il transforme 70% de la production agricole qui n'est plus consommée donc à l'état brut. Il faut mentionner parmi les facteurs d'évolution de l'alimentation, l'urbanisation de la société, le fait que la campagne a moins eu besoin de main-d'œuvre, que la ville en a plus eu besoin, qu'on a donc assisté à une concentration de la population et donc à un allongement des circuits de transformation des distributions et à un éloignement de chacun par rapport au lieu de production. Les industries alimentaires représentent en France un secteur peu concentré encore. 92% des 4200 entreprises françaises ont moins de 200 salariés, mais cette situation est assez particulière à la France.
dans d'autres pays voisins, dans d'autres pays européens, les PME sont beaucoup moins présentes dans le secteur alimentaire. En parallèle, l'évolution des clients, c'est-à-dire de l'aval, montre une très forte concentration de la distribution alimentaire. Je ne citerai que 2 chiffres. En 1988, les hypermarchés et les supermarchés se partageaient 48% des achats alimentaires en France. En 1996, dont 8 ans plus tard, c'est déjà 60% des achats alimentaires en France qui sont effectués par la grande distribution. C'est donc un mouvement extrêmement rapide de concentration. Cela a des conséquences importantes. J'en citerai une parmi d'autres. Une pression sur les prix efficace, puisque j'ai oublié de vous présenter ce transparent qui rappelait quelques-uns des grands fléaux historiques alimentaires. Et je vais passer désormais sur l'évolution des prix à la consommation, puisque lorsque nous étudions les prix à la consommation, nous constatons que les prix des produits alimentaires évoluent beaucoup moins vite que l'ensemble des autres prix. Donc là, je vous ai représenté la part du budget alimentaire dans les dépenses des ménages. Et pour parler de 1960, c'était donc 33% de votre budget, de mon budget, qui était consacré à l'alimentation. Et en 1998, ce n'est plus que 18% de ce même budget qui est consacré à l'alimentation. Donc les prix des produits alimentaires évoluent moins vite que les autres prix. L'un des facteurs explicatifs, mais il y en a d'autres, comme la productivité, et cette pression sur les prix due à la concentration du secteur aval et à ses performances d'organisation. Donc urbanisation, allongement des circuits, concentration des modes de production face à un secteur industriel qui reste peu concentré sont des caractéristiques du système français qui jouent certainement sur le nouveau contexte de sécurité alimentaire. Il en est un autre qui, à mon avis, est significatif si on veut comprendre le secteur français, c'est l'importance des échanges. Et contrairement à l'image que l'on a de la France à l'étranger, la France échange beaucoup en matière alimentaire, elle importe et elle exporte. Nous exportons beaucoup, 21% de notre production alimentaire, mais nous importons également beaucoup. Je vous ai représenté ici, j'espère que c'est lisible, y compris du haut de l'amphithéâtre. Pas tellement. Alors je vais vous le lire. Vous voulez que je vous les lise ? Comment on éteint ? Attendez. C'est mieux ? Alors, là, j'ai présenté les pays importateurs. Et quand j'ai mis pays, en fait, pays ou groupe de pays, puisqu'ici, en bleu-violet, vous trouvez l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est de fait le premier importateur mondial de produits agricoles et alimentaires. Vous trouvez donc 62 milliards de dollars, ce sont des chiffres de 1997. Les États-Unis sont le deuxième pays ou groupe de pays donc importateur de produits alimentaires. Mais vous retrouvez parmi les pays exportateurs, pays ou groupes de pays exportateurs, les mêmes dans le désordre. Donc premier pays exportateur, États-Unis, et ensuite vous trouvez l'Union européenne. Donc si je vous parle de ces échanges, c'est parce que de fait, cela suppose aussi bien des garanties sur les produits que nous exportons, que nous devons apporter sur les produits que nous exportons, que des contrôles que nous devons exercer dans ce qu'on appelle élégamment des PIF, c'est-à-dire des postes d'inspection frontaliers, pour vérifier le niveau sanitaire des produits importés. Est-ce que vous voulez qu'on rallume ? Vous allez vous endormir ou pas ? Vous me direz si c'est lisible, si la suite est lisible. Alors je vais maintenant, après ces quelques traits de l'évolution objective de la société vis-à-vis de l'alimentation, je voudrais vous parler, mais très brièvement, parce que je sais que Claude Fischler l'a fait plus longuement, des tendances actuelles de la demande et des modes de consommation. On est obligé d'avoir ces données à la tête pour comprendre l'évolution de la sécurité des aliments en France. Alors d'abord, un sondage effectué par la Sofres Vous le lisez en haut ? Alors on va éteindre. Donc un sondage effectué par la Sofres en 1999
si j'ai voulu donner ces quelques chiffres, c'est parce que vraisemblablement il est assez représentatif de l'évolution que nous connaissons. Désormais, le critère numéro 1 pour les Français de la qualité des produits alimentaires, c'est la garantie qu'ils sont sans risque pour la santé. Je pense qu'on peut être convaincus ensemble qu'il y a 10 ans, les réponses n'auraient pas été les mêmes. Le deuxième critère, donc, c'est le respect des normes d'hygiène au cours de la fabrication et du transport, donc à nouveau un souci de sécurité. Et le troisième critère, heureusement, on retrouve des choses plus classiques, à 34%, le goût des aliments, puis la qualité nutritionnelle, et à 25% ex aequo, la faible teneur en produits chimiques. C'est dire la part importante que désormais, dans la perception de la qualité par les consommateurs, les exigences de sécurité sont importantes. Un autre élément marquant de ces dernières années, au-delà de l'augmentation de l'espérance de vie des Français, 3 mois par an, vous le savez, de plus chaque année, c'est l'importance qui va avec, d'ailleurs, qui est un phénomène d'accompagnement, de la restauration hors foyer. Quand je parle de la croissance de la restauration hors foyer, il me semble important de noter que cette croissance est encore plus forte que la croissance moyenne pour ce qu'on appelle les personnes fragiles, puisque le nombre de repas distribués en hôpitaux ou en résidences pour personnes âgées a quasiment doublé entre 1981 et 1997. S'agissant de cette évolution globale des repas servis, que ce soit dans les cantines, en entreprise ou en établissement de soins, il est particulièrement intéressant de noter qu'entre les hôpitaux et les résidences du troisième âge, ce sont 1,5 milliard de repas qui sont servis actuellement, contre 790 millions seulement en 1981. Donc une évolution extrêmement rapide des repas servis collectivement à des personnes fragiles. Naturellement, cette évolution s'accompagne globalement d'un niveau de risque plus élevé. À ces premières séries de facteurs, je me permettrai d'en rajouter un autre qui répond à une perception très forte, à titre personnel, que j'appellerai la responsabilisation des opérateurs. Cette dernière, je crois que vous en avez parlé avec Madame Vinet, qui est une juriste spécialiste du droit de la responsabilité, est effective en droit, est effective depuis toujours dans le Code civil, mais est plus particulièrement précisée depuis que la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée par le Parlement en 1998. Et elle établit ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Cela revient à dire qu'il n'est pas nécessaire de prouver la culpabilité pour établir la responsabilité. De fait, le professionnel est par définition responsable de la mise en circulation des produits qu'il met sur le marché, et dès que le produit n'a pas le niveau de sécurité auquel on peut légitimement s'attendre, il est condamnable. Nouvelle demande, nouveaux risques et nouvelles responsabilités, donc je crois que c'est le nouveau paysage dans lequel nous travaillons. Je voudrais vous présenter maintenant le système de veille sanitaire dans la chaîne alimentaire en France, qui est basé traditionnellement sur 2 pieds, le pied de la prévention et le pied de la surveillance. Alors, le contrôle physique des entreprises de production animale ou de la restauration collective est une activité majeure de veille sanitaire. Pour ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale, qui traditionnellement ont été considérées comme les plus fragiles, il est mis en pratique avant même que ne débute l'activité des établissements, puisque vous savez qu'on doit leur délivrer un agrément sanitaire qui est indispensable avant la mise sur le marché de la plupart des denrées alimentaires. Les entreprises industrielles ou artisanales doivent donc constituer un dossier destiné à montrer que toutes les mesures nécessaires au respect de l'objectif de sécurité sanitaire des aliments sont mises en place à travers la conception, l'aménagement, les modalités de nettoyage et puis les modalités de formation, d'hygiène de personnel et de fonctionnement de l'établissement. Donc chaque établissement qui fabrique ces denrées animales ou d'origine animale est contrôlé avant l'ouverture et dans les mois qui suivent pour vérifier la conformité des déclarations. Il y a ensuite une inspection régulière qui porte sur les produits et les procédés, réalisée par les services vétérinaires selon un rythme qui dépend du type de produit
disons, de la crédibilité de l'établissement et du risque associé globalement à ce type d'activité. Les établissements scolaires et les maisons de retraite dont nous parlions tout à l'heure sont soumis par exemple à une plus forte pression de contrôle en raison de la fragilité particulière de leur public. Dans les établissements d'abattage des animaux de boucherie, l'inspection est permanente puisqu'il y a une obligation d'examen individuel des carcasses. Pour les volailles, vous savez que l'inspection est effectuée par l'eau. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les modalités d'inspection. Je voudrais dire que le deuxième principe de la surveillance de la chaîne alimentaire en France, ce sont les plans de surveillance et de contrôle qui sont mis en œuvre soit de manière statistique pour se rendre compte de la présence de tel ou tel micro-organisme ou tel contaminant chimique, c'est ce qu'on appelle des plans de surveillance, soit sous forme de plans de contrôle, et c'est ce qui vous est présenté là, c'est-à-dire qu'un plan de contrôle est ciblé sur tel ou tel produit ou pendant telle ou telle période. Alors pour les plans de surveillance, je peux citer les plans de surveillance des produits laitiers, les résidus de produits chimiques ou de produits de traitement médicamenteux dans les viandes, de listeria dans les produits fumés, dans les produits de viande, d'anabolisants, enfin de radioactivité. Il y a beaucoup de plans de surveillance. Enfin, les importations et les échanges intracommunautaires font l'objet de contrôles. Lorsque des denrées originaires de pays tiers sont introduites directement en France, elles sont soumises en poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire et physique, complété si besoin par des analyses. Depuis 1993, depuis le marché unique, vous savez qu'il y a un système de confiance entre les différents États membres. C'est donc le seul pays d'introduction dans l'Union européenne qui exerce ces contrôles. Et ensuite, la denrée est ce qu'on appelle mise en libre pratique, donc en libre circulation. Nous sommes nous-mêmes, autorité de contrôle, contrôlés par un organisme communautaire qui s'appelle l'organisme alimentaire et vétérinaire, l'Office alimentaire et vétérinaire, qui vient voir régulièrement. L'année dernière, on a dû l'accueillir 12 fois, voir comment nous-mêmes nous pratiquons nos contrôles, et il fait la même chose dans l'ensemble des pays de la communauté. Alors maintenant, je vais vous parler de la situation de crise, c'est-à-dire lorsqu'une toxi-infection alimentaire collective survient, la déclaration au pouvoir public est obligatoire et les investigations impliquent la totalité des services de contrôle compétents sur un territoire, coordonnés donc localement par le préfet. Alors ces enquêtes ont un double objectif qui est d'identifier le facteur responsable de l'accident, donc si c'est un germe pathogène, un résidu toxique, et les conditions qui ont favorisé l'expression du danger, puisqu'il y a souvent mauvaise manipulation, rupture de la chaîne du froid. On a des procédures préétablies qui expliquent qui doit faire quoi et à quel moment dans ces épisodes d'infection alimentaire. Et lors de crises d'ampleur nationale, comme la crise de la dioxine, une cellule de crise est mise en place au niveau national qui associe les différents acteurs pour piloter l'ensemble du programme. Toutefois, tout contrôle reste peu dissuasif s'il n'est pas assorti de sanctions, et c'est pour ça que nous mettons en œuvre différents types de sanctions en fonction de la gravité de la faute. Alors je voudrais maintenant avec vous visiter une crise récente, celle des rillettes de fin décembre et de début janvier, pour vous montrer en pratique comment fonctionne le système. En effet, le diagnostic des intoxications alimentaires collectives est assez ancien. Il intervient à la suite d'un repas collectif partagé ou dans le milieu professionnel, et plusieurs personnes se retrouvent victimes du même mal au même moment, donc il y a une déclaration obligatoire. Et on regarde à ce moment-là ce qu'ils ont mangé et quelle est la denrée qui, dans le repas, et vous savez que tous les lieux de restauration collective de garder des doubles, des échantillons des repas, qui, dans le repas, a été à l'origine de l'accident. Mais depuis peu, on arrive à voir plus que ce qu'on voyait auparavant. Donc auparavant, on voyait les toxi-infections alimentaires collectives. Désormais, il existe un réseau de surveillance du territoire à vocation sanitaire, et c'est lui que je vais vous présenter parce que c'est lui qui fait qu'on voit depuis, disons, globalement 1998, des cas isolés qu'auparavant on ne détectait pas. Donc les 5 pâtés rouges qui vous sont représentés, ce sont les endroits où on a détecté, dans une période de 5 semaines, 5 cas isolés de listériose. Et lorsque l'Institut de veille sanitaire a repéré ces 5 cas, donc 5 personnes dispersées en France,
qui ont été victimes d'une listériose. Donc on prélève à ce moment-là la listeria chez ces malades. Et en regardant les listérias, c'est donc l'Institut Pasteur qui fait ce travail de typage des listérias, il s'est rendu compte que ces listérias étaient du même genre, du même type. Donc à partir de là, l'Institut Pasteur déclenche ce qu'on appelle une alerte. Alors on appelle ça dans les journaux ou en vocabulaire spécialisé une épidémie. Bon, une épidémie, sachez que dans notre vocabulaire de spécialiste, c'est donc plus de 3 cas déclarés, isolés, dans une période de 5 semaines. Évidemment, ce n'est pas exactement le sens commun du mot épidémie. Peut-être faudra-t-il trouver, comme en anglais, 2 mots différents, puisqu'en anglais, on distingue le vocabulaire entre une vraie épidémie et une épidémie, disons, de ce type. Donc, je vous le rappelle, des cas isolés, une listeria qui a le même type et donc qui, vraisemblablement, vient du même aliment. C'est à partir de ces informations très précises qu'on met en œuvre des recoupements pour rechercher si cette même souche n'a pas été observée à une autre période sur d'autres malades. Et donc, on déclare l'épidémie, comme je vous le disais, à partir de 3 personnes affectées par la même souche de listeria. L'Institut de sanitaire fait alors procéder à ce qu'on appelle des enquêtes alimentaires, c'est-à-dire qu'on demande aux patients ce qu'ils ont mangé dans les 8 semaines qui ont précédé la maladie, puisque je vous rappelle qu'une des difficultés de la listériose, c'est que la période d'incubation peut être assez courte, mais aller jusqu'à 8 semaines. Donc, enquête alimentaire, pour savoir ce que les personnes ont pu manger, on recoupe les enquêtes alimentaires et à ce moment-là, on essaye d'identifier des coïncidences entre les aliments cités par les malades. En même temps, un deuxième type d'investigation est lancé, c'est de rechercher le même type de listeria dans les banques de souches, donc dans les souches de listeria déjà typées auparavant, pour voir si une souche d'origine alimentaire peut avoir la même carte génétique, disons grossièrement, que la listeria qui a été retrouvée chez les malades. Donc, dans l'épisode en question, le 29 décembre, l'Institut de veille sanitaire déclarait qu'il y avait une épidémie, donc plus de 3 cas, constatés entre le 25 octobre et le 22 novembre. Et le 4 janvier, on avait la chance d'avoir déjà identifié l'aliment avec la même carte génétique de listeria, donc l'aliment à la source de cette épidémie. Alors, compte tenu de l'espacement géographique et parfois de l'espacement dans le temps des maladies associées, il est parfois moins facile de découvrir l'aliment responsable, d'une part parce que les enquêtes alimentaires qui sont menées auprès des malades ne sont pas toujours très faciles. Je ne sais pas si vous sauriez reconstituer très facilement ce que vous avez mangé dans les 8 semaines précédant la journée d'aujourd'hui. Essayez-vous à cet exercice. Et d'autre part, parce qu'on ne retrouve, si la listeria est rare, comme dans l'épisode en cours toujours, on ne retrouve pas toujours le même type de listeria dans les banques de souches alimentaires. Donc, dans l'exemple présent, celui que je vous cite, non pas celui qu'on gère aujourd'hui, mais celui que je vous cite, on avait eu la chance qu'un contrôle fait dans l'entreprise en question, dans l'entreprise Coudray, ait permis d'avoir dans la banque de souches de listeria une listeria avec évidemment la même carte génétique, puisque c'était une listeria identique. Donc, à ce moment-là, les services vétérinaires vont faire un audit approfondi de l'établissement de production. On essaye de retrouver ce qui, sur la chaîne de production, a pu poser un problème. Et ce qui est problématique avec listeria, c'est que c'est une bactérie qui se met sur les murs, sur les poussières, dans l'air. Et donc, une fois qu'il y en a en entreprise, il faut procéder à un nettoyage complet, un arrêt de la fabrication, un nettoyage complet d'usine, pour être certain de ne pas la retrouver dans les productions qui redémarrent ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle des prélèvements libératoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de l'eau d'usine après reprise de la production tant que les analyses ne sont pas négatives. Alors négatives au sens pas de présence de listeria. Et puis, une phase de contrôle renforcée, l'entreprise recommence ensuite son activité normale. Donc, les mesures correctives, je vous le rappelle, c'est retrait par le professionnel du lot ou de toute la production en circulation dans les filières de distribution, rappel du produit sous le contrôle des services officiels, avec information du consommateur lorsque le produit est déjà parti dans les circuits de vente et a déjà été acheté, application des mesures correctives dans l'établissement producteur concerné et éventuellement décision de fermeture de l'entreprise par l'administration, au moins temporairement, en vue d'un nettoyage et d'une désinfection approfondie.
Bon, une cellule de crise suit l'ensemble de ces mesures au fur et à mesure que les enquêtes progressent. Et après une fermeture administrative, des modalités de réouverture sont fixées. Et lorsqu'elles sont satisfaites, donc l'entreprise est réouverte, remet en production et ne remet sur le marché qu'en cas de résultats négatifs. À côté de la maîtrise des risques connus dont je viens de vous parler, comme les risques microbiologiques, j'aurais pu prendre l'exemple de la dioxine et de risques chimiques qui font l'objet d'un système de prévention bien connu ou d'un système de surveillance. Il existe désormais un autre champ de questions, celle où le risque est plausible et incertain. Si les conséquences potentielles de ces risques plausibles sont ce qu'on appelle graves, la prudence conduit désormais à appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution sans attendre la certitude des dommages. La maladie de la vache folle, qui va faire l'objet d'une présentation ici dans quelques jours par le docteur Dominique Dormont, ou l'usage des plantes génétiquement modifiées en sont deux exemples. Mais la précaution n'est pas l'inaction. Elle demande, selon la plausibilité du risque, des attitudes différentes. Si les doutes sont légitimes, mais peu étayés, il faut prioritairement poursuivre les travaux de recherche. Si les doutes sont déjà étayés par quelques éléments solides, il faut alors agir en respectant ce que M. Kourilski et Mme Vinet ont appelé la proportionnalité. En fait, le principe de précaution, tel qu'ils l'ont défini, est l'attitude que doit adopter toute personne qui prend une décision concernant une activité dont on peut supposer qu'elle comporte un danger grave pour la santé et la sécurité des générations actuelles ou des générations futures. Et ce principe de précaution commande de prendre toutes les dispositions permettant, pour un coût économiquement et socialement supportable, de détecter et d'évaluer le risque, de le réduire à un niveau acceptable, si possible de l'éliminer, d'en informer les personnes concernées, de recueillir leurs suggestions sur les mesures envisagées pour le traiter. Et ce dispositif de précaution doit être donc adapté au type de risque et à tout moment révisé. Ainsi, c'est au nom de ce principe de précaution que le gouvernement français a décidé, en attendant des éléments plus précis sur les modes de transmission de la maladie ou les résultats de tests rapides qui sont en cours d'évaluation, de maintenir l'embargo sur les viandes britanniques pour la Grande-Bretagne. Mais cette notion est nouvelle dans l'action publique en matière alimentaire. Elle est actuellement donc mise en place sur quelques cas que je viens de vous citer ou quelques autres au niveau français. Elle est actuellement discutée au niveau européen comme au niveau international. Une définition claire et consensuelle du principe de précaution permettrait de réduire les divergences d'application de ce principe dans les différents pays. Désormais, je crois que prévention et précaution pourraient être ainsi, selon les situations, les guides de l'action collective en matière de sécurité alimentaire. Merci de votre attention et j'espère que tous ne dormez pas. Non, c'est un test. Nous allons donc passer aux questions, mais les micros ne sont pas tout à fait prêts. Oui, ça va arriver. Donc là, je vois déjà 2 questions, 3 questions. Donc, j'en ai une là, et j'en ai une là après. Oui. Allô, on m'entend ? Oui. Première question. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur comment est-ce qu'on appelle ça ? L'irradiation nucléaire des aliments. Si nous avons un grand spécialiste au conservatoire, il est chef du département de nucléaire, n'est-ce pas ? Et il se répand dans le monde entier en conférences et en explications. Alors, ces doses sont minimes, on en a moins que ce qu'on reçoit naturellement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, en gros, sur l'alimentation ? Deuxième question, est-ce que les microbes ne sortent pas de leur domaine ? C'est-à-dire qu'on a découvert dans des fissures océaniques des microbes qui résistent à 500 degrés, je crois. Alors, est-ce que ça peut pas se poser aussi ici, dans l'environnement naturel terrestre ? D'accord.
Alors sur la radioactivité, donc effectivement on a des plans de surveillance de ce qu'on appelle la radioactivité dans l'alimentation. De fait, les doses sont faibles, vous le disiez monsieur, sauf parfois, récemment on a eu un incident sur des produits importés qui venaient d'Europe de l'Est, sur des champignons. Et il faut savoir que certains types d'aliments concentrent plus la radioactivité que d'autres. Ainsi, on a pu constater pendant assez longtemps, après l'incident de Tchernobyl, des concentrations en radioactivité pas totalement négligeables sur des plantes aromatiques. Les baies concentrent aussi la radioactivité. Enfin, on a donc selon la physiologie des végétaux, on sait que c'est plus dans certains végétaux que dans d'autres qu'il faut la surveiller. Donc il y a des plans de surveillance de la radioactivité en France et donc de contrôle à l'importation. Alors sur les risques nouveaux, vous avez raison évidemment, c'est-à-dire que on maîtrise de manière classique des risques connus depuis longtemps. Je vous parlais de la tuberculose et de la brucellose, qui sont désormais des risques très bien maîtrisés. En revanche, il y a ce qu'on appelle des risques émergents. Et donc, je ne suis pas sûre que les bactéries dont vous parliez, qui sont à très forte profondeur, soient déjà parmi ces risques émergents. Mais on a, en revanche, régulièrement, quand on parle de O157, la E. coli O157H7, c'est un risque qu'on ne soupçonnait pas il y a quelques années. Donc, effectivement, il faut faire une veille pour un certain nombre de risques qui sont des risques nouveaux pour l'alimentation. Oui, bonsoir, madame. Je voudrais... la différence entre le quantitatif et le qualitatif, ça vient pas de... au départ, la maladie de la vache folle, ça a été une maladie qualitative. Le quantitatif, c'est le nombre de malades qu'on peut déceler. Moi, je vois pas quelle est la différence on peut instaurer entre le quantitatif et le qualitatif. Vous pouvez expliquer? Merci. Alors, vous parlez de la différence que j'ai faite entre le risque avéré et le risque plausible, c'est ça? Voilà. D'accord. Le risque avéré, c'est la listériose. C'est la salmonellose, c'est la tuberculose, c'est la brucellose. C'est un risque avéré, c'est un risque certain. C'est un risque certain. Donc, non, c'est un risque quantifiable, certain. On a chaque année un certain nombre d'accidents avec ce genre de choses. Donc, on en connaît relativement bien les modes d'évolution, les modes de contamination, et on peut en mesurer sur l'aliment ou sur les hommes les dommages. C'est déjà un peu plus compliqué pour les risques chimiques, puisqu'on quantifie bien dans l'aliment. En revanche, tout ce qui est faible dose est, vous le savez, beaucoup plus compliqué que le risque microbiologique, qui est le risque le plus immédiat en matière alimentaire. Alors, j'ai différencié ce que j'appelle les risques avérés, c'est-à-dire les choses dont on est sûr qu'il y a une conséquence sur la santé humaine, et les risques plausibles, c'est-à-dire les risques dont on pense qu'ils sont potentiels. Ils ne sont pas prouvés, mais ils sont plausibles et ils ne sont pas quantifiables. Par exemple, le risque vache folle, pour l'instant, est difficilement quantifiable parce qu'on ne connaît pas la dose infectante humaine. Alors, on peut donner quelques chiffres. On peut dire, il y a eu 180 000 bovins malades en Grande-Bretagne. Il y en a eu, mettons, 80 et quelques en France. On peut dire qu'il y a eu 49 cas de maladies humaines de Creutzfeldt-Jakob atypique en Grande-Bretagne, une en Irlande, une en France. Donc là, ce sont quelques chiffres. Mais en revanche, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à quantifier, par exemple, le risque d'infection par une viande provenant de Grande-Bretagne d'un consommateur, puisqu'on ne connaît pas la dose infectante. Donc c'est un risque potentiel, plausible, non démontré. Et ce qui est nouveau dans le système de sécurité des aliments en France ces dernières années, c'est qu'on prend en compte ce risque plausible et non quantifiable. Est-ce que c'est compréhensible la différence? Un risque avéré, c'est un risque certain. Un risque plausible, c'est un risque non démontré, mais pour lesquels un certain nombre de doutes légitimes sont peu à peu accumulés. Une question là-haut, puis une sur le côté. Oui, dans une de vos diapos, vous avez dit que la chaîne du froid et sa rupture étaient la cause d'un tiers des accidents. Or, depuis quelques années, on sait fabriquer des pastilles que l'on peut coller sur les emballages, qui sont colorées et qui changent de couleur de manière irréversible lorsque la chaîne du froid est rompue de manière dangereuse. Ces pastilles, je crois savoir qu'elles coûtent de l'ordre d'une dizaine de centimes l'unité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elles ne sont pas utilisées? Bien sûr. Alors, je vais avoir deux réponses. Premièrement, la diapositive que je vous ai montrée, c'était donc les causes
Des toxi-infections alimentaires collectives, je vais vous dire là, la pastille n'aurait pas servi à grand-chose. En général, c'est une mayonnaise qui est oubliée sur une table un peu trop longtemps dans un restaurant d'un établissement de long séjour. En général, c'est une source œuf cru, avec des salmonelles, à température ambiante, et puis de la négligence. Quand je dis rupture de la chaîne du froid, la plupart du temps, c'est ce genre de choses. Alors la pastille, là, je ne crois pas qu'on ait encore demandé aux cuisiniers de mettre des pastilles sur leur mayonnaise. Alors en revanche, effectivement, vous parlez d'une pastille intéressante sur laquelle on avait d'ailleurs participé aux travaux de recherche pour sa mise au point il y a une dizaine d'années, qui est celle qui fonce quand il y a une rupture du chaîne du froid pendant un certain temps et une certaine température. La vraie difficulté d'utilisation de cette pastille, c'est éventuellement la fausse sécurité qu'elle peut provoquer. Pourquoi ? Parce qu'elle est réglée, si j'ose dire, sur un barème temps-température. Or, les micro-organismes qui sont dangereux ne sont pas les mêmes dans les salades. Une Yersinia, ce n'est pas une salmonelle. Ce qui est dans les poulets, ce n'est pas ce que vous trouvez dans une préparation de sauce tomate bolognaise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les micro-organismes ont chacun leur physiologie et chaque milieu nutritif permet une multiplication à une vitesse différente. Donc l'idéal, c'est quelque chose de type pastille, mais programmé en fonction du risque microbiologique le plus probable dans l'aliment en question. Donc c'est la pastille de la génération suivante qui serait en fait une sécurité certaine. Une question là, puis... Oui, je voulais vous poser une question concernant la listeria. Vous avez expliqué les risques liés à la listeria entre le fait qu'elle existait ou qu'elle n'existait pas. D'après ce que j'ai compris, en fait, on tolère une faible dose de listeria. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la différence entre cette faible dose et une dose plus forte et comment est-ce que ça se développe en fait ? Oui, alors je ne suis pas la plus qualifiée en France pour vous parler de l'hystéria, mais je vais vous dire les quelques éléments. Je pense qu'il y a quelques éléments de base que tout le monde peut connaître. D'abord, les listérias, il y en a des tas. Et le problème, c'est qu'actuellement, donc, on cherche monocytogenes, qui est une famille de listeria, et même on n'est pas assez fin, puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une partie des monocytogenes qui sont toxiques. Donc actuellement, on est obligé d'analyser large, si j'ose dire, parce qu'on ne sait pas analyser plus précisément celles qui sont toxiques. Des listérias, il y en a partout. Quand vous jardinez, vraisemblablement, vous en mettez plein les mains. Les listérias, c'est donc une bactérie qui vit sur les poussières, sur le mur, sur la terre. Alors, comme je vous le disais, beaucoup ne sont pas toxiques et certaines sont toxiques ou très toxiques. Alors, pour l'instant, on est quand même assez ignorant, puisqu'on ne sait pas lesquelles... on ne sait pas identifier celles qui sont toxiques, les plus toxiques, et en plus, elles sont toxiques à une certaine dose, et pour des populations fragiles. En fait, les personnes à risque pour la listeria, vous le savez, sont les femmes enceintes pour leur bébé, en fait pas pour elles, mais elles sont à ce moment-là transmetteurs de listeria à leur embryon, et les personnes immunodéprimées, qui n'ont pas beaucoup de défense, et donc... qui se trouvent plus sensibles que les autres. Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui avait été saisi de la question en 1992, nous avait dit qu'il ne connaissait aucun cas de maladie de listériose, donc puisque la listeria c'est le micro-organisme et la listériose c'est la maladie, contractée en dessous de 100 listeria par gramme. Donc la valeur acceptable, ce qu'on appelle la valeur acceptable, c'est bien ce 100 listeria par gramme qui, toute listeria confondue, n'a pas provoqué de maladie, donc selon l'avis de 92 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Bon, il faut savoir que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est en train de revisiter totalement l'expertise en matière de listeria, donc dès qu'on aura la nouvelle expertise, on s'adaptera. Donc, pour l'instant, on la connaît mal, il y en a des tas de genres, il y a plusieurs familles, certaines sont toxiques à très toxiques, il en faut un certain nombre pour que la toxicité s'exprime, et surtout sur les personnes fragiles. D'accord. Alors, quand on préconise 0 en matière microbiologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut toujours dire 0 dans quoi ? Parce que ce n'est pas pareil de dire 0 dans 3 kilos et 0 dans 5 grammes. En l'occurrence, il y a donc une norme communautaire qui impose en sortie usine
une norme de 0 listeria dans 5 fois 5 grammes. Donc on prend 5 prélèvements de 5 grammes, on les mélange, et on fait une culture et on regarde si on trouve des colonies de listeria. Donc c'est une norme départ usine pour les produits laitiers, donc qui est appliquée au fromage au lait cru, et donc qui désormais, depuis peu, est appliquée aux rillettes et aux langues de porc, donc à des produits qui ont été jugés suffisamment fragiles pour qu'on mette une norme sortie usine, sachant qu'en fait, ce qui compte, c'est le nombre de listeria quand elle est chez le consommateur. Donc de ne pas dépasser les 100 par gramme. Parce que quand je vous dis 0 listeria sortie usine, évidemment, il peut y avoir des listeria dans le produit qui croissent et embellissent s'il y a un problème de rupture de la chaîne du froid. Puisque 0 dans 5 fois 5 grammes, ce n'est pas forcément 0 dans l'ensemble du produit. Une question là, puis une là-bas. Tout à l'heure, Ah oui, d'accord. Tout à l'heure, l'un de nous a parlé de l'irradiation des aliments. Ma question portait aussi là-dessus, mais plus spécialement, vous m'entendez bien là, parce que oui, j'ai pas beaucoup de voix, plus spécialement sur l'irradiation volontaire des aliments. Or, nous savons que beaucoup d'aliments sont irradiés sans qu'on en ait absolument aucune connaissance. J'ai entendu dire, et là mes sources ne sont pas très... j'aimerais en savoir davantage, que cette irradiation détruit les protéines et les acides aminés, peut-être pas tous naturellement. Et de ce fait, évidemment, ça peut jouer sur le goût des aliments, mais ça peut peut-être aussi, donc leur qualité nutritive, bien entendu, mais cela peut peut-être avoir d'autres effets. Et j'aimerais en savoir plus. D'accord. Et en savoir plus, et savoir, dans la mesure où ce serait aussi nocif que l'on pourrait le craindre, ce que nous pourrions faire pour au moins être informés si c'est des irradiations qui ont lieu. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de surveillance de la radioactivité. Je ne parlais pas de l'ionisation ou de l'irradiation des aliments. Je parlais des suites, soit des accidents nucléaires, soit des essais, soit des incidents, donc des radiations fortes. Alors, effectivement, il y a un procédé qu'on appelle couramment l'ionisation des aliments, qui est utilisé sur certains produits particulièrement fragiles microbiologiquement, avec l'idée de détruire les micro-organismes. Alors les types d'autorisation qu'il y a en France actuellement, c'est par exemple ce qu'on appelle les viandes séparées mécaniquement, les cuisses de grenouille, les crevettes, les plantes aromatiques. Donc il y a quelques catégories, donc c'est un système d'autorisation positive, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est-à-dire qu'il y a auparavant, donc avant autorisation, on doit montrer d'abord qu'on a respecté les conditions d'hygiène, c'est-à-dire que ce n'est pas une manière, comme l'eau de Javel dans le réfrigérateur, de faire en sorte de cacher tous les défauts d'hygiène. Donc il faut qu'il y ait les précautions d'hygiène avant que l'ionisation ne soit autorisée. De fait, chez nous, elle est très peu utilisée. Cela dit, elle pourrait être utilisée sur des produits importés. Elle est très peu utilisée, je veux dire, parce qu'on a quelques installations industrielles et on les contrôle, donc on sait à peu près quels volumes sont concernés. Mais depuis, alors vous aviez auparavant une difficulté d'information, non pas pour les aliments eux-mêmes, qui doivent être étiquetés, mais pour les ingrédients, puisqu'auparavant, en dessous de 5%, ça n'était pas étiqueté. Et sauf erreur de ma part, c'est il y a 1 an que la directive communautaire a été changée et que désormais, c'est à partir, je crois, de 1% que les ingrédients doivent être étiquetés. Donc je suppose que ça répond à votre question sur l'information. Comment peut-on savoir ? Et normalement, c'est sur l'étiquetage. Écoutez, oui, vous le voyez chez Picard, donc c'est... Alors allez chez Picard, je ne sais pas vous dire. Si on le voit chez Picard, une question là-bas. Les farines animales sont toujours utilisées pour l'alimentation des porcs et des volailles. Pourquoi ne pas avoir interdit purement et simplement l'utilisation dans l'alimentation animale de ces coproduits animaux, comme c'est déjà le cas en Grande-Bretagne ? Ensuite, la graisse de bœuf, tout comme la gélatine, est interdite à l'importation aux États-Unis car ces produits sont jugés trop peu sûrs. Pourquoi ne les interdit-on pas en Europe ? Alors, la gélatine, vous m'étonnez un peu. C'est la gélatine de certaines provenances, parce que sinon leurs médicaments ne seraient plus dans des capsules de gélatine comme ils sont tous les jours. Sur les farines animales. Sur les farines animales, donc, ça a été une longue histoire. Bon, d'abord, très majoritairement, les farines animales étaient données dans le passé aux omnivores, c'est-à-dire en fait aux porcs.
Ils étaient donnés aux volailles et ils ont été donnés pendant, je dirais, à quelques pourcents dans l'alimentation des bovins comme complément protéique. Donc ils sont interdits désormais. Alors il faut toujours parler de la France, de l'Europe et du reste du monde. On a des réglementations malheureusement pour l'instant assez différentes. Donc en France, on a successivement interdit l'utilisation des farines de ruminants, enfin des farines provenant des ruminants, puis de toute farine pour ruminants, puis maintenant de toute farine contenant des protéines animales pour les ruminants. Donc, quand je dis protéines animales, c'est y compris protéines de poisson, y compris protéines de volaille ou ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on se les fait reprocher vertement par d'autres pays qui nous fournissaient. C'est pour des questions de commodité analytique. C'est parce que c'était extrêmement difficile de faire la preuve qu'une protéine était une protéine d'origine bovine, par exemple, ou ovine, et pas une protéine de poisson ou d'autre chose. Donc en France, mais c'est en France, c'est pas vrai en Europe, l'ensemble des protéines animales sont interdites dans l'alimentation des ruminants, sauf les protéines d'origine laitière. Alors, en Grande-Bretagne, effectivement, ils ont interdit toutes, pour tous animaux, parce qu'ils avaient constaté beaucoup de mélanges entre les farines destinées aux différents types d'animaux. Et donc, à ma connaissance, il y a 2 pays qui ont des réglementations plus sévères que les nôtres en matière de farine, qui sont la Grande-Bretagne et le Portugal. Enfin, le Royaume-Uni et le Portugal, c'est tout. Sinon, nous sommes sans doute le pays qui a la réglementation la plus stricte en matière de farines animales. Alors, pourquoi ne pas l'interdire aux porcs et aux volailles ? Je veux dire, objectivement, la question s'est posée non pas sur le fait que c'était dangereux pour les porcs et les volailles, mais sur le fait qu'éventuellement, il y avait des circuits croisés. C'est-à-dire comment éviter que des farines de porcs et de volailles contenant éventuellement des tissus dangereux ne soient données à des bovins. Alors le comité d'Ormont nous a recommandé autre chose à l'époque, je vous dis, tout ça est quelque chose qui avance au jour le jour, mais il nous avait recommandé plutôt de créer ce qu'on appelle le service public de l'équarrissage, c'est-à-dire de retirer de tout type d'alimentation et retirer en incinérant, je veux dire c'est le mode de suppression le plus radical et le plus sûr, de retirer les cadavres, tout cadavre d'animaux, ce qui n'est pas appliqué en Europe aussi, les saisies sanitaires, c'est-à-dire chaque fois qu'à l'abattoir on enlève une viande parce qu'elle a un problème quelconque, c'est retiré, c'est aussi incinéré, et ce qu'on appelle les matériaux à risque spécifiés, dont la liste évolue au fur et à mesure, qui au début comportaient le système nerveux central et qui peu à peu s'élargit quand on se rend compte que d'autres tissus potentiellement portent le prion. Donc la sécurité qui a été recommandée à l'époque par le comité d'Ormont, c'est donc d'abord interdiction pour l'alimentation des ruminants et suppression par l'incinération des matériaux potentiellement porteurs soit du prion, soit d'autres micro-organismes. Bon, je crois que c'est une réponse au jour d'aujourd'hui, c'est le dispositif français au jour d'aujourd'hui. On peut toujours, si on considère que, on peut toujours évoluer et faire plus, mais c'est le dispositif aujourd'hui, je vous en explique les raisons. C'est-à-dire tarissement de la circulation des produits dangereux plutôt qu'interdiction à l'ensemble des espèces des farines animales. Bon, on a une vraie difficulté, effectivement, qui sont les farines importées, pour lesquelles on a donc adopté les mêmes règles au niveau national, avec des modalités de contrôle qui sont extrêmement difficiles. Alors, votre deuxième question, c'était sur la gélatine. Alors, sur les produits, globalement, vous parlez de tous les coproduits de l'industrie animale, en fait. Alors, pour la gélatine, il y a certains pays d'origine qui sont interdits, donc ce qu'on appelle les pays à risque BSE. Et comme vous le savez, désormais, la gélatine est essentiellement produite, et là il faudrait mieux qu'il y ait un spécialiste que moi, à partir d'autres denrées que les denrées d'origine bovine dans nos pays. Et puis vous avez 2 types de gélatine. Vous avez la gélatine à destination alimentaire et puis la gélatine à destination photographique. Donc je pourrais vous fournir l'ensemble des réglementations si vous le voulez. Donc on a effectivement des restrictions qui ont été adoptées sur les gélatines alimentaires et qui là encore ne sont pas encore harmonisées ni au niveau européen ni au niveau international. Une question là, suivie d'une là-haut. Oui, on a abordé la question de la listériose tout à l'heure. Je voudrais aborder l'autre pollution récente qui n'est pas encore alimentaire, mais dont on surveille l'évolution, à savoir le fioul de l'IRICA. L'Agence française de surveillance sanitaire des aliments, l'AFSA, surveille donc l'évolution des coquillages.
Elle a fixé, au vu d'un rapport d'experts, le seuil d'alerte à 500 microgrammes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc cancérigènes, par kilo de matière, en se référant donc aux moyennes sur la côte atlantique. Et dans la livraison de la semaine dernière de l'hebdomadaire Le Point, il y a des chiffres qui sont rapportés concernant la Haute-Normandie, la côte nord et la côte méditerranéenne, où le taux d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les coquillages est bien supérieur à ce seuil d'alerte, jusqu'à 10 fois supérieur. Donc je voudrais avoir votre commentaire là-dessus. Bon, d'abord, le système français est le suivant. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fait une évaluation scientifique et nous donne des recommandations sur les taux. Donc en l'occurrence, là, il y a un seuil, ce qu'on appelle un seuil d'alerte à partir duquel il faut agir, donc notamment fermer les zones conchylicoles. Donc là, c'est un seuil d'alerte sur la pollution du milieu et sur la pollution des produits, et un seuil d'exclusion alimentaire. Donc il nous a recommandé de fixer de 2 à 5 fois plus fort que le seuil d'alerte. C'est comme pour les dioxines, on a du 1 et du 5 picogrammes, et là, on a également un seuil auquel il faut commencer à prendre des mesures correctives et un seuil d'exclusion alimentaire. Donc l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments nous a d'abord le 7 janvier, puis plus récemment, donné des valeurs en fonction de ce dont elle disposait dans la littérature internationale, qui, nous disait-elle, n'était pas extrêmement fournie sur ces composés que vous avez l'air de bien connaître. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord à faire ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire avant que la pollution de l'Erika n'arrive, comme on l'avait su plusieurs jours avant, faire des prélèvements partout pour voir quel était le niveau de contamination, au niveau de non-contamination des produits. Quand je dis produits, c'est coquillages, céphalopodes, poissons, crustacés. Donc on a fait un certain nombre de prélèvements représentatifs dans les 14 départements côtiers. Et puis après, on a chaque semaine un plan de prélèvement. Alors on est plusieurs à travailler. Ifremer travaille sur le milieu, donc il surveille l'état de l'environnement, donc il fait des prélèvements dans le milieu. Nous faisons des prélèvements dans les établissements de production, donc on doit en être à, je sais pas, quelques centaines d'analyses. Et ce qu'on appelle la direction de la concurrence et de la répression des fraudes fait des prélèvements sur les lieux de distribution. Donc on est 3 acteurs, si vous voulez, à suivre ces sommes de 6 ou 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques selon les... Parce qu'en fait, ils nous ont donné 2 méthodes de seuil. Et à ma connaissance, on a quelques échantillons qui ont dépassé donc, ce qu'on appelle le seuil d'exclusion alimentaire, qui, de fait, déjà par des choses de bon sens, c'est-à-dire l'odeur et la couleur, auraient été totalement exclus de la chaîne alimentaire, mais vraiment quelques échantillons, c'est-à-dire de mémoire, mais je n'ai pas mes chiffres ici, mais ils sont publics, je peux vous les envoyer quand vous voulez. C'est quelques unités. Alors par contre, il y en a plus qui sont entre le seuil d'alerte et le seuil d'exclusion, et c'est là qu'on a travaillé donc avec l'Ifremer pour les fermetures de zones, puisqu'on doit avoir encore plus d'une dizaine de zones qui sont fermées au ramassage des coquillages. Donc voilà comment on a travaillé, et les documents, là je n'ai pas toutes les concentrations en tête, donc je vous dirai des bêtises, mais les papiers sont disponibles. Il suffit d'appeler. Une question là-haut, et une dernière là. Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'épidémie commençait à 3 cas. La dernière épidémie, on nous a annoncé, c'était surtout sur le rapport qu'il y a entre quand vous annoncez 3 cas et que c'est répété toutes les heures à la radio et toutes les 7 minutes sur France Info et pendant 8 jours à la télévision, on a l'impression que c'est une hécatombe. Je ne dis pas que 2 cas ou 3 cas c'est négligeable, mais quand on jette sur dans les médias le nom d'une entreprise, on dit ça vient de là, alors que 15 jours après on dit c'était la chaîne du froid, le vieux monsieur n'avait pas un frigo en bon état, il y a quand même un problème. Quand on dit par exemple que les poisses d'un seul coup dans une entreprise du Jura étaient contaminées, mais tous les fabricants des poisses de la région sont d'un seul coup touchés. Donc, et ensuite, on nous dit que sur les 3 derniers cas, on apprend qu'en 92, je crois, il y a eu 67 morts, dont on n'avait jamais entendu parler. Oh, c'était dans le journal. C'était dans le journal. Non, mais c'était dans le journal. Oui. Donc, je crois que dans l'Humanité, d'ailleurs, qui a sorti. Dans l'Humanité, dans le Monde, dans tous les journaux. Donc, le problème est entre les deux. Est-ce qu'il faut annoncer
les 3 cas ou est-ce qu'il ne faut pas annoncer les 92 cas précédents? Écoutez, je ne crois pas que ce soit entre deux solutions aussi radicales que le choix se fasse. D'abord en 92, bon moi je n'étais pas dans la gestion de l'affaire, mais on l'a ressorti toutes les archives au moment où l'Humanitaire a ressorti son article, et il y avait eu des communiqués de presse réguliers et des déclarations dans la presse régulière, donc ça n'avait pas été caché. Ce qui est sûrement intéressant, et ça intéresserait sûrement les sociologues d'étudier ce phénomène, je crois qu'il y a eu 273 cas de listériose, donc de malades de listeria, et 63 morts en 92, et c'est vrai qu'en 92, le bruit que ça a fait médiatiquement n'a rien à voir avec ce que les épidémies ou les cas récents ont fait. Donc la France a changé, c'est clair, la France a changé entre 92 et 99 ou 2000, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne pense pas qu'il soit envisageable de ne pas en parler. De notre côté, quand on sait qu'un produit qui dépasse les 100 listeria par gramme est diffusé et peut être chez le consommateur, et que certains consommateurs, les personnes fragiles, peuvent en tirer une maladie qui est parfois grave, je ne pense pas qu'il soit possible de ne pas donner le nom de ce produit. Donc on le donne. La vraie difficulté, c'est que si vous lisez nos communiqués de presse, qui ne sont pas passionnants, je le reconnais, il y a marqué le lot numéro Tartampion de date limite de consommation, numéro Tartampion de marque Tartampion est contaminé, et nous demandons aux personnes qui le détiendraient, etc., de le jeter, et nous reprévenons les personnes à risque qu'ils doivent prendre des précautions et qu'au premier symptôme, ils doivent consulter leur médecin. Donc si vous lisez notre communiqué de presse, il y a tout. Mais c'est extrêmement difficile entre un communiqué de presse et ce que vous entendez à la radio le lendemain. En général, c'est un petit peu simplificateur. Donc on n'a pas encore trouvé, le moyen d'informer totalement, c'est-à-dire que l'information totale passe dans les médias. Certains médias le font très bien et d'autres moins bien. Oui. Une toute dernière question. C'est les deux, vraisemblablement. Juste une toute dernière question ici, rapide, parce qu'après on est obligé de... Oui, le vin, la drogue et particulièrement le porc sont interdits, comme chacun le sait, par la religion musulmane. Oui. Pour le vin et la drogue, c'est clair, on sait qu'ils sont dangereux pour l'homme. Qu'en est-il pour le porc? Puisqu'au début de votre exposé, vous avez dit, me semble-t-il, que cet animal était à l'origine porteur de maladies. De nos jours, beaucoup continuent de penser en effet que c'est à cause précisément de cette maladie qu'on ne pouvait pas guérir à l'époque que la viande de porc a été interdite par la religion musulmane. Qu'en pensez-vous personnellement? C'était une explication historique en fait. Effectivement, c'était les parasites de la viande qui jusqu'à il n'y a pas longtemps étaient quand même extrêmement nocifs. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a pris, je veux dire, de génération en génération, l'habitude de beaucoup cuire le porc. De la même manière que vous ne mangeriez pas un poulet cru, et je vous dis que vous auriez raison de ne pas manger un poulet cru, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tous les cas, ce n'est pas dans les usages. De fait, il y a des salmonelles dans le poulet qui détestent la chaleur. Donc si vous cuisez votre poulet, vos salmonelles meurent toutes. De la même manière, quand vous cuisez bien votre porc, les parasites disparaissent tous. Donc il y a disons qu'il y a des habitudes alimentaires qui souvent, initialement, avaient une raison sanitaire. Marion Guillou, je vous remercie.